Bienvenue dans votre podcast ici au Quai des Savoirs. Nous allons éveiller votre curiosité aujourd'hui, et je dirais même plus éveiller votre conscience sur la place des femmes dans le monde de la science. Laurent est à mes côtés. Cette place des femmes dans le monde scientifique a été et est encore malheureusement souvent oubliée. Oui, si on s'intéresse à Wikipédia par exemple, on compte seulement 8 à 10% de femmes pour l'ensemble des personnalités scientifiques documentées dans l'encyclopédie en ligne. Une raison de plus pour discuter de la juste place des femmes dans la recherche scientifique. Sa place à elle, c'est le monde du web, le monde des réseaux sociaux. Mariette nous proposera une nouvelle sélection dont vue sur le web. Elle va nous entraîner sur YouTube à la découverte d'une nouvelle chaîne qui s'appelle Sur les épaules des géantes, qui nous raconte en fait la biographie de femmes scientifiques. Et vous, Laurent, votre sélection playlist en fin d'émission, vous avez notamment repéré pour nous un bouquin, en tous les cas pour les ados, qui s'appelle L'effet Mathilda. Et oui, et vous en saurez plus à la fin de cette émission. Restez bien avec nous. Merci Laurent, vue sur le web. C'est donc tout de suite, Mariette est déjà connectée. Bonjour Mariette. Et bonjour Ghislain. Mais si Jamison, née en 1956, est la première femme noire dans l'espace, elle est aussi la première astronaute à apparaître dans Star Trek, série qui lui a donné envie d'être astronaute quand elle était enfant. Astronaute donc et actrice dans Star Trek Nouvelle Génération, une vraie space geek, dont c'est Mae Jemison, une vidéo biographique qui est disponible sur une chaîne YouTube nommée Sur les épaules des géantes. Cette initiative donc Sur les épaules des géantes est déclinée à la fois sur Tumblr, Twitter, Instagram et Facebook. Donc depuis 2 ans maintenant, au rythme d'une vidéo chaque 15 jours, ces mini-biographies nous font découvrir ou redécouvrir donc les femmes scientifiques trop souvent hélas méconnues. Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes et de l'utilisation des statistiques dans le domaine de la santé. Ada Lovelace, pionnière de la science informatique. Trotula de Salerne, une femme médecin et chirurgienne au XIe siècle. Hedy Lamarr, actrice et inventrice de l'ancêtre du Wi-Fi, mais aussi dans des géantes plus récentes comme Mae Jemison, dont vous avez entendu l'extrait en début de chronique. Alors justement, pourquoi ce terme géante ? Alors ça vient tout simplement d'une métaphore qui est celle donc des nains sur des épaules de géants, une métaphore attribuée à Bernard de Chartres donc au XIIe siècle et qui est utilisée pour montrer l'importance pour tout homme donc ayant une ambition intellectuelle de s'appuyer sur les travaux des grands penseurs du passé, les géants, et qu'on a donc féminisé puisque le sujet est celui des femmes scientifiques. C'est une métaphore qui était utilisée au fil des siècles en fait par les scientifiques comme Newton ou Blaise Pascal. D'autres types de vidéos sont déclinés également sur cette chaîne, par exemple une vidéo spéciale Noël pour vous donner des idées cadeaux si vous voulez acheter des livres pour les enfants ou des jeux, des BD, mais également des recommandations de séries ou de films donc, qui traitent de ce sujet-là. Et ce que j'aime bien sur cette chaîne, c'est qu'elle fait part aussi justement de l'évolution, de son évolution, de sa ligne éditoriale. Elle fait des petits bilans avec les vidéos lors des anniversaires de la chaîne et c'est assez sympathique de pouvoir voir justement son évolution dans sa manière de penser et de réaliser. Les réseaux sociaux sont vraiment intéressants à suivre également puisqu'elle assure vraiment une veille très intéressante, une agrégation de contenu donc francophone mais également anglophone où elle relaie les actualités ou les ressources donc liées à cette thématique femmes et sciences. Merci beaucoup Mariette, vous êtes notre géante du web. À très bientôt ici sur le podcast du Quai des Savoirs. La juste place des femmes dans le monde scientifique, voilà donc le cœur du sujet de ce podcast. Marina nous rejoint avec ses invités. Marianne Blanchard, sociologue, chercheuse au CERTOP, le Centre d'études et de recherche travail, organisation, pouvoir. Et Emmanuelle Rial-Sebag, vous êtes juriste, directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Marina, la question de la place des femmes dans la recherche, c'est un sujet d'actualité relayé notamment dans le journal Libération le 22 juillet dernier. Le 22 juillet, on lisait effectivement « Démission en tir groupé au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes ». 6 chercheurs hommes ont présenté leur démission en signe de protestation face à l'absence d'universitaires femmes dans la composition de cette instance consultative. Cette information ne vous a sans doute pas échappé, Emmanuelle. Elle vous a sans doute fait réagir en tant que femme, mais en tant que femme scientifique également. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir une réelle représentativité, même si c'est la volonté politique d'avoir des représentantes femmes, globalement, dans l'ensemble de ces institutions et de ces instances. C'est souvent difficile d'être nommé ou d'être appelé pour contribuer et participer
à ce type d'instance. Et effectivement, ce type de démission démontre également que la place des femmes et la place qu'elles doivent avoir dans ce type d'instance est également reconnue par les hommes, parce qu'on n'est pas dans un rapport de pouvoir ou dans un rapport de conflit, bien au contraire, on est dans quelque chose qui doit être aussi partagé avec des hommes. Vous, Marianne, vous êtes sociologue et vous travaillez sur la question du genre dans les sciences. Est-ce que vous avez déjà été confrontée à toute cette question de l'invisibilité, à cette question de l'absence des femmes chercheuses ou ce qu'on appelle aussi l'effet Mathilda? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, cette question de l'invisibilité des femmes, d'abord, il faut la voir à deux niveaux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le fait que déjà, il y a moins de femmes dans certains domaines scientifiques et qu'en plus, celles qui sont là sont rendues moins visibles. Et donc, c'est à ça que renvoie l'effet Mathilda. Donc, l'effet Mathilda, il a été théorisé pour la première fois par une historienne des sciences qui s'appelle Margaret Rossiter en 1993. Et elle faisait référence à un effet qu'on connaît en sciences, en sociologie des sciences, qui s'appelle l'effet Mathieu. Donc, c'est un sociologue qui s'appelle Robert Merton qui en a parlé la première fois en faisant référence à une phrase dans l'Évangile qui dit, dans l'Évangile selon Matthieu, donc, car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Et en fait, c'est l'idée qu'on attribue souvent à des scientifiques célèbres des travaux auxquels ils n'ont pas participé ou alors très peu, simplement par cet effet de halo, ils attirent toute la reconnaissance autour d'eux. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, souligne Rossiter, c'est que cet évangile, selon Matthieu, il est bien nommé parce que c'est d'ailleurs sans doute pas lui qui l'a écrit. Donc voilà, l'effet Matthieu illustre bien le... Et donc, l'effet Mathilda désigne l'effet inverse, c'est-à-dire que pour les femmes scientifiques, même les travaux qu'elles ont effectués, on ne leur attribue pas en fait. Et donc, pour choisir ce nom, Margaret Rossiter a choisi en fait une américaine féministe, suffragette, sociologue des connaissances, qui s'appelait donc Matilda Cage. Et donc, elle a voulu lui rendre hommage aussi en nommant d'après elle cet effet, parce que c'est quelqu'un qui s'était trouvé aussi confronté à cet effet dans sa vie de chercheuse. Et du coup, donc tout à l'heure, Mariette en parlait un peu, elle a nommé quelques noms, on pense à Ada Lovelace, etc. Il y en a d'autres, on pense à Marthe Gauthier sur le chromosome surnuméraire et la trisomie 21, il y en a tout un tas. Après, souvent, ce qui ressort, c'est que les exemples qu'on apporte, sauf des cas comme ça très particuliers, sont souvent des exemples sur des recherches un petit peu anciennes. Du coup, on a un peu l'impression que l'effet Mathilda, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qu'il en est en vrai ? Une des manifestations, par exemple, ça va être que souvent, on va attribuer la responsabilité au responsable d'équipe. Or, est-ce que ce responsable d'équipe va être plutôt une femme ou un homme ? On sait que dans les organismes de recherche, par exemple au CNRS, et c'est régulièrement mesuré dans les rapports, il existe un effet de plafond de verre qui font que les femmes deviennent moins souvent directrices de recherche, donc se voient moins attribuer de responsabilité, et ce qui fait que selon ces règles de répartition de qui a fait quoi, elles vont apparaître moins souvent que des confrères hommes qui, eux, auront obtenu les promotions. Et c'est du coup également ce qui se passe par rapport aux publications sur les premiers auteurs femmes, ou c'est un effet différent ? Alors, à nouveau, sur les publications, c'est assez compliqué à objectiver, en fait, parce qu'après, de savoir vraiment qui a fait quoi, c'est souvent des jeux de retour en disant, bon, là, on met là en premier, donc c'est... Oui, alors juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit au niveau des publications, clairement aujourd'hui, alors je ne dis pas que c'est la panacée et que ça va résoudre toutes les difficultés, mais il existe au sein de l'ensemble des organismes de recherche des chartes de la signature des articles qui permettent de reconnaître à chacun la juste place qui est la leur. Le modèle un peu... je dirais, j'espère archaïque en tout cas, qui était que le chef de laboratoire et le directeur de laboratoire, généralement un homme, co-signaient l'ensemble des papiers, a tendance quand même à être révisé. On est quand même dans une dynamique qui est un peu inverse et où on est sur une forme d'égalité, et c'est quelque chose qui est même aujourd'hui demandé très clairement
au niveau des journaux, des revues, des grandes revues. C'est-à-dire que chacun doit décrire sa contribution à l'article. Et donc, en objectivant ces situations, finalement, ça donne aussi la possibilité aux femmes de retrouver une forme de visibilité, notamment dans la signature des articles. Vous avez fait paraître un livre sur filles plus science égale une équation insoluble, point d'interrogation. On reste optimiste. Mais du coup, qui fait ressortir, par exemple, que 45% des filles, il y a 45% de filles en classe de terminale S et plus que 17% dans les grandes écoles scientifiques. Est-ce que du coup, il y a un lien de cause à effet entre cet effet Mathilda et le recrutement, ou c'est indépendant? Alors non, il y a évidemment un lien de cause à effet, c'est-à-dire que beaucoup de recherches ont montré que l'absence de modèles féminins empêchait en fait les jeunes filles de s'identifier et de se projeter dans des carrières scientifiques. Et donc cette absence, on la voit même dans des publications de vulgarisation scientifique. Il y a 2 chercheuses, Christine Détrez et Claire Piluso, qui avaient étudié les couvertures du magazine Science et Vie Junior sur plusieurs années, et il y avait 2 ou 3 femmes seulement, et une était un robot, une était une statue. Et donc du coup, et sinon c'était toujours des scientifiques hommes. Donc très clairement, c'est beaucoup plus difficile après de se projeter et d'envisager des études scientifiques quand on n'a pas de modèle en fait auquel s'identifier. Et est-ce que les écoles comptent faire quelque chose par rapport à ça? Alors les écoles régulièrement essayent de faire des choses. L'ouvrage cité est basé sur une recherche qui avait été commanditée par l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Donc effectivement, mais disons que presque au moment des écoles, c'est presque trop tard, parce que c'est des choses qui se jouent dès la petite enfance, dès les jeux auxquels on fait jouer les filles, à l'école primaire, etc. Donc c'est un processus très long, et c'est pour ça qu'il est si puissant en fait. C'est vous, Emmanuelle, qui avez récemment pris la responsabilité de la toute récente chaire UNESCO nommée Éthique, Sciences et Société. Vous êtes directrice de recherche aujourd'hui, donc vous avez fait un parcours... alors, est-ce que c'était un long fleuve tranquille ou pas? Mais du coup, est-ce que vous avez été confrontée au cours de votre carrière, de votre déroulé de carrière, de vos choix, à des effets comme ça? Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette recherche, malgré peut-être des freins Alors, la recherche, parce que j'ai une passion pour ce que je fais. Clairement, le domaine de la bioéthique, c'est un domaine qui aujourd'hui, heureusement, est beaucoup plus publicisé, je dirais, et démocratisé qu'il y a quelques années. Mais il y a quelques années, on était finalement assez peu à travailler sur cette question. Et je dirais on était beaucoup de femmes, y compris dans nos réseaux internationaux. Donc je ne peux pas dire que dans ma propre carrière et dans mon propre parcours, il y a eu véritablement de difficultés liées à mon statut de femme. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué, je crois, c'est poursuivre une carrière en tant que femme, aujourd'hui en France, pouvant aussi, en adossant aussi sa propre vie de famille, sa vie privée. Donc, j'ai moi-même 3 enfants, donc ça prend un peu de temps. Ça occupe bien. Et donc, clairement, il faut qu'on fasse nos preuves, y compris avec cette forme de charge mentale. Alors, je sais que le mot est un peu à la mode, mais finalement, il est réel. Et elle est réelle, en tout cas. Et clairement, voilà, c'était plus difficile de concilier, on va dire, la vie privée avec les impératifs d'une carrière dans la recherche, que véritablement, je n'ai pas véritablement rencontré d'obstacles. En revanche, je dirais qu'il y a des cercles particuliers dans lesquels il fallait s'imposer en tant que femme. Ça, c'était peut-être moins évident, et ça demandait de redoubler de travail. Donc voilà, c'est peut-être là qu'il y a aussi des choses à améliorer. Entre la conciliation d'une vie de famille ou la conciliation d'une vie privée. On n'est pas non plus obligé d'avoir c'est juste... aussi valable pour certains. Exactement, d'une vie privée. Et puis les impératifs qui nous sont imposés par tous les organismes, pas uniquement le mien, mais par tous les organismes en termes de qualité de la recherche, d'excellence, de déroulé de carrière, etc. De représentation dans des colloques à droite à gauche, etc. Et surtout, voilà, le fait aussi qu'on est amené beaucoup à voyager dans le métier qui est le mien, parce qu'on doit diffuser nos résultats de la recherche, les confronter à ceux de nos collègues, et donc c'est tout à fait normal, mais ça implique une sacrée organisation, un conjoint extrêmement compréhensif, et essayer d'être là au moment les plus importants pour ne pas rater quelque chose de sa vie.
personnel. Je suis tombée en préparant l'émission sur un article de Uzbek Erika qui date il date de l'année dernière, qui parle d'une étude scientifique australienne sur la question de la parité dans la recherche, enfin la parité chercheurs femmes-hommes selon les disciplines. Il y avait un certain nombre de chiffres assez incroyables, du genre, pour que les chercheuses soient aussi nombreuses que les chercheurs en astrophysique, il va falloir patienter 131 ans. Pour les mathématiciennes, c'est 60 ans, on a un peu plus d'espoir. Pour les sciences informatiques, ce serait 280 ans. Alors, je ne sais pas, ils n'ont pas expliqué comment ils ont mesuré ces éléments-là, mais c'était vraiment sur le nombre de chercheurs. Alors après, c'est pareil, dans la recherche, il n'y a pas que des chercheurs. Donc, il y a effectivement le côté filière, qui semble assez variable. Il y a aussi au niveau du laboratoire. Vous parliez tout à l'heure de directeur de laboratoire, directeur de recherche, etc. Est-ce que ça, il y a des éléments qui le mesurent dans les études que vous faites, vous, Marianne, en sociologie ? Qui mesure la différence selon les disciplines. Oui, évidemment. Alors, il y a des choses qui sont liées aussi à l'histoire des disciplines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez donné l'exemple des sciences informatiques, parce que c'est une discipline qui, au départ, était très féminine. C'est une chercheuse qui s'appelle Isabelle Collet qui a travaillé sur ça et qui montre qu'au départ, c'était essentiellement un travail presque de secrétariat, de rentrer des fiches dans des grosses machines, et que progressivement, la profession s'est transformée et l'image associée, le geek, etc., s'est masculinisée et a contribué et c'est une discipline qui s'est masculinisée très fortement. Et donc, ça montre en fait toute la construction historique aussi qu'il y a derrière. À chaque fois, on est sur des héritages et sur des tendances. Et j'imagine d'ailleurs que c'est comme ça qu'ils ont calculé en extrapolant les courbes pour savoir quand est-ce qu'elles allaient se croiser, les courbes des hommes et des femmes. Et s'il y avait plus de femmes dans la recherche, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait un impact sur la recherche elle-même ? C'est-à-dire soit sur la façon de faire la recherche, soit sur les résultats de la recherche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le côté résultat, en tout cas, c'est une discussion ancienne, c'est-à-dire la contribution des femmes en tant que sujet de recherche. Est-ce qu'on doit développer, on va dire, alors je parle du domaine qui est le mien, puisque c'est le domaine de la santé, mais pour les médicaments, par exemple, pour des études de prise en charge, de ces choses-là. Et récemment, donc, cette discussion s'est revigorée dans le contexte de l'intelligence artificielle, sur le fait que, comme on est en face de machines encore apprenantes, on doit aussi les nourrir de données qui sont égalitaires, et où la représentation des femmes doit être réelle. Donc c'est une vraie question, et ça a été démontré. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment sur le médicament et les essais cliniques, et sur la sous-représentation des femmes dans ces essais, et donc l'inadéquation des résultats au regard des besoins des femmes. C'est tout un sujet de recherche en sociologie des sciences, en histoire des sciences, en philosophie des sciences. Est-ce qu'il y a une manière aussi féminine de faire des sciences ? Est-ce qu'on pose des questions différemment ? En médecine, voilà, l'argument qu'on prend souvent, c'est sur certains médicaments, on n'avait pas pris les femmes parce qu'avec les histoires de cycles, c'était compliqué. Donc du coup, on n'avait pas les bons résultats. Voilà, et donc ça pose une question sur l'appréhension des questions scientifiques, et puis tout bêtement aussi sur les modes d'organisation. On parlait, pour l'instant, hommes et femmes sont évaluées strictement de la même façon, complètement indépendamment des contraintes familiales, etc., qui peuvent s'exercer. Donc peut-être qu'il y aurait d'autres façons d'évaluer la carrière, et moins forcément sur compter les déplacements à l'étranger ou ce genre de choses. Est-ce qu'une des solutions, ce serait de revenir sur la mixité, par exemple, dans les écoles, dans les grandes écoles même, puisque je crois qu'à un moment, Normal Sup avait réfléchi sur revenir peut-être sur Normal Sup garçon, Normal Sup femme. Alors effectivement, historiquement, c'est intéressant. C'est que donc, le Normal Sup à Paris, jusqu'au début des années 80, avait un concours filles et un concours garçons. Même si après, ils étaient mélangés, du coup, ça fonctionnait de fait comme un système de quotas, parce qu'il y avait tant de places pour les filles, tant de places pour les garçons. Et on voyait qu'après, les filles réussissaient pas moins bien, puisqu'au niveau de l'agrégation, par exemple, elles réussissaient pareil que les garçons. Et au moment où le concours est devenu mixte, la part des filles admises s'est effondrée. Nous, ce qu'on a montré dans la recherche, c'est que déjà la part des candidates s'est effondrée. Donc déjà, voilà. Et donc du coup, ça a été effectivement, à un moment, la question s'est posée de dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt, parce que visiblement, il y a un biais dans le concours, ça élimine trop fortement les femmes, on ne sait pas exactement pourquoi, et donc peut-être on pourrait remettre des quotas. Bon, voilà, c'est sans doute une solution forte, mais bon, c'est ce qui a été fait en politique, la loi sur la parité, donc pourquoi pas.
Comme l'a dit Marianne tout à l'heure, ça commence très tôt finalement l'éducation. Et notamment l'éducation pour les sciences. Alors, on n'a pas l'ambition de rentrer dans les maternelles, encore que pourquoi pas, mais on a vraiment cette idée qu'il faut, très jeune, essayer de sensibiliser les petites filles qui vont devenir des jeunes filles, qui vont devenir des jeunes femmes, à leur place et à la place qu'elles doivent prendre dans les sciences. On a une forte collaboration avec les pays du Sud et notamment en Afrique, où l'on sait en fait que ces inégalités sont majorées, bien évidemment. Et donc on a l'ambition de développer un certain nombre de sensibilisations, d'outils à l'usage justement donc, de nos territoires, mais également des territoires à l'étranger, pour permettre de sensibiliser les femmes, les plus jeunes, on va dire, et les jeunes filles à la carrière scientifique. Et puis on a aussi, encore une fois, un axe sur l'intelligence artificielle dans lequel on voudrait aussi peut-être remédier aux difficultés qui ont été évoquées tout à l'heure. Bref, il y a encore un petit peu de pain sur la planche, donc il y a de quoi inspirer la programmation culturelle du Quai des Savoirs pour les prochains mois, les prochaines années peut-être, pour les plus jeunes et les plus anciens, pour parfaire la sphère globale. Et puis, à très bientôt pour rencontrer les publics à ce sujet. Merci beaucoup. Et justement, pour qu'on garde bien ce sujet en tête, sachez que l'entrée du Quai des Savoirs ici à Toulouse est depuis juin 2019 baptisée « Allez Mathilda » pour la juste place des femmes dans la recherche. Fin de ce podcast avec vous Laurent et votre playlist, et on démarre avec ce bouquin qui s'appelle tout simplement L'effet Mathilda. L'effet Mathilda, du nom de la jeune héroïne de ce roman d'aventure qui vient de sortir aux éditions Castelmore et qui s'adresse aux jeunes préados de 10 à 13 ans. Bien sûr, c'est une histoire qui permet d'introduire et de mettre en scène le maintenant tristement célèbre Effet Mathilda, c'est-à-dire la minimisation du rôle des femmes dans l'histoire des sciences et des techniques, mais c'est aussi une histoire dynamique, pleine de rebondissements et d'aventures, d'une auteure anglaise du nom de Ellie Irving, qui ne cache pas son admiration pour une autre auteure anglaise, vous savez, celle qui raconte la vie d'un apprenti sorcier à lunettes. En quelques mots, nous sommes invités à suivre les péripéties d'une jeune anglaise du nom de Mathilda Moore, qui, au début du roman, se voit refuser le prix scientifique dans son collège pour son invention géniale qui est la merveilleuse main multifonction, la MMM. Sous prétexte qu'elle est une fille, et que donc, c'est pas elle qui a pu faire les soudures, ni découper le métal à la scie circulaire, mais son père ou son frère, et donc que c'est une tricheuse, et donc que le prix revient à un garçon, vous m'avez suivi, même si ce garçon n'a pas été vraiment capable de réaliser son expérience scientifique en public. Comme si cette entrée en matière ne suffisait pas, l'injustice que subit Mathilda va alors trouver un écho dans le récit de sa grand-mère, Mamie Joss. Car en effet, 50 ans auparavant, Jocelyn Moore travaillait dans un laboratoire de recherche en astrophysique, l'Observatoire Royal de Greenwich. Ce fut elle qui découvrit la première, une planète extrasolaire, que son directeur de labo de l'époque, un certain monsieur Smokes, s'empressa de s'approprier et de s'arroger les mérites de la découverte. Une usurpation qui est sur le point de lui valoir la récompense suprême pour tout scientifique, vous savez, le prix qu'on reçoit des mains du roi de Suède. Voilà qui scandalise Mathilda, et tout le roman vous emmène d'Angleterre à Stockholm, en passant par Paris, l'Allemagne, le Danemark, pour empêcher l'attribution du prix Nobel donc à un usurpateur et reconnaître le véritable rôle de Mamie Joss. Ne comptez pas sur moi pour spoiler la fin de ce petit roman très amusant, sachez simplement que la morale l'emporte, et que Mathilda lutte efficacement contre les faits dont elle porte le nom. Je ne sais pas si vous me suivez. L'effet Mathilda vient donc de paraître aux éditions Castelmore, et pour les enseignants qui nous écoutent, vous pouvez télécharger en plus gratuitement sur le site web des éditions un petit dossier pédagogique, plein d'idées d'activités autour de cette lecture, dont celle de créer une petite expo sur les femmes de science, par exemple, qui sont citées en annexe du roman. Vous trouverez toutes les références sur le site web du Quai des Savoirs dans la rubrique podcast. L'effet Mathilda donc à conseiller notamment aux plus jeunes, et vous avez un bonus, je crois, aujourd'hui pour nous Laurent. Quelques mots, oui, je voulais attirer votre attention sur un podcast qui s'intéresse au futur sous un angle plutôt positif et réaliste, sans effets spéciaux ni catastrophisme dystopique. Il s'agit de Hello Demain, une série de 5 épisodes produite par Orange il y a quelques mois, qui mettent en scène à travers des mini-fictions nos vies quotidiennes avec des intelligences artificielles, justement. C'est assez bien fichu techniquement, les comédiens qui jouent les humains ou les machines sont plutôt crédibles, et les histoires, bien que positives, n'en sont pourtant pas si naïves. Hello Demain, donc à découvrir sur toutes les plateformes de publication de podcasts. Merci beaucoup Laurent, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale. J'espère que nous avons remis à leur juste place les femmes dans le monde de la science. Podcast évidemment à écouter, réécouter, à partager, à commenter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast. N'hésitez pas, on attend vos coms, ça fait toujours plaisir. Merci Laurent Codoul à la technique pour cette émission, Arnaud Maisonneuve à la réalisation. À très bientôt, surtout restez connectés, restez curieuses et curieux. À bientôt, salut.